Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vigne, je suis une artiste plurielle et slow. Et aujourd'hui, je reviens avec une vidéo de points sur l'opération porte-monnaie zippé. Donc si vous tombez là-dessus pour la première fois et que vous savez pas de quoi je parle, j'ai lancé début 2020 une opération porte-monnaie zippé avec des règles pour... En gros, le but c'était de faire une expérimentation pour remettre de l'intention et de la conscience sur la manière dont je dépense mon argent, sur la manière dont je consomme en tant que consommatrice dans cette société marchande, et de mon rapport en fait à la consommation, aussi bien d'un point de vue mental, c'est-à-dire quand on utilise les achats pour combler des besoins qui ne sont en fait des besoins humains qui ne sont pas comblés par des objets, mais le marketing nous fait croire qu'en achetant des produits on va combler ça et du coup on acquiert des habitudes d'achat qui ne sont pas forcément très saines. Aussi dans la gestion des émotions, je me suis rendu compte que je gérais beaucoup mes émotions en allant acheter un truc et je voulais remettre de la conscience et de l'intention là-dessus, me débarrasser un peu des mauvaises habitudes de consommation et puis aussi pour réfléchir à quel genre de consommatrice intentionnelle j'ai envie d'être dans cette société marchande, parce que malheureusement, même si j'aimerais bien pouvoir vivre en autonomie et faire mes propres trucs et pas du tout avoir recours à ces dizaines d'entreprises qui font faire leurs trucs chez les Ouïghours, là ça me rend malade, je le ferais, mais malheureusement on n'est plus dans la société d'Henri David Thoreau. Moi je sais à peine me faire cuire un œuf, donc pousser mes propres légumes, construire ma propre maison, etc. Voilà, hein. Donc nous vivons dans une société marchande et pour le point d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça. J'ai envie de vous parler des réflexions que j'ai eues. Donc là on est mi-août, fin août au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc ça va faire 8 mois que je pratique l'opération porte-monnaie zippé et j'ai commencé à réfléchir à l'après en fait, à comment j'ai envie de consommer en tant que consommatrice éthique. Quelle est la manière de consommer dans la société marchande telle qu'elle est aujourd'hui, qui soit en accord au maximum avec mes valeurs. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc évidemment que la première chose, donc ça je vais en parler dès le départ, comme ça c'est fait, c'est de consommer moins. C'est vraiment dans la démarche, c'est toute la démarche du porte-monnaie zippé, hein, mais dans toute la démarche de simplicité, de minimalisme, d'une vie plus sobre, plus simple, etc. Ça va être au maximum de faire avec ce qu'on a déjà et au maximum de ne pas consommer. Et donc pour moi ça fait partie de la consommation intentionnelle, c'est-à-dire de se demander est-ce que j'en ai vraiment besoin, de réfléchir à 2 fois avant de sortir le porte-monnaie, etc. Maintenant, pour les cas où j'ai besoin de sortir le porte-monnaie, de quelle manière est-ce que je peux être une consommatrice plus intentionnelle, etc. Pour aborder la question, je vais vous faire une métaphore qui va peut-être vous être utile pour comprendre la manière dont j'ai choisi d'aborder les choses d'un point de vue de mon éthique et de mes valeurs, etc. Imaginez que nous sommes dans une rivière. Nous sommes en train de... C'est comme si notre vie dans la société marchande dans laquelle on est, c'était qu'on était dans un petit bateau, là, avec nos petites rames, en train de descendre une rivière. Et la rivière, c'est la société dans laquelle on est. Donc il y a des gens qui choisissent de tirer leur bateau et de sortir de la rivière et de marcher à côté de la rivière. Ça va être les gens qui vont faire des communautés alternatives, des choses comme ça existe. Qui essaie de complètement sortir du système. Moi c'est pas mon cas, parce qu'il y a plein de choses que, notamment dans mes relations sociales, mes proches, il y a plein de raisons pour lesquelles je n'ai pas envie de sortir du système. Puis on va pas se mentir, je n'ai pas envie de renoncer à tous les avantages qu'on a de vivre en société aujourd'hui. J'habite en région parisienne, j'ai tous les avantages d'habiter dans une grande ville, j'ai absolument pas envie d'y renoncer. Donc là aussi c'est une question de choix. Donc pour toutes les personnes qui, comme moi, choisissent de rester dans le système de la société marchande et qui vont pas aller créer des communautés alternatives, nous sommes avec notre bateau en train de descendre la rivière. Donc la rivière, c'est la société marchande. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'environnement dans lequel on est, et encore une fois, ça je le dis à chaque fois, mais c'est pas une histoire d'avoir une main invisible qui décide, c'est qu'on est dans un système tellement complexe qu'à un moment, ça s'auto-perpétue aussi. L'environnement dans lequel on est va favoriser certains comportements, donc c'est aller dans le sens du courant, va nous emmener en fait, le courant de la manière dont la société est faite va nous emmener dans une certaine direction, veut qu'on consomme d'une certaine manière, veut qu'on se comporte d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle le nudge, comme les réseaux sociaux qui nous nudgent à rester dessus. Comment on peut dire ça en français, le nudge? C'est le... Vous savez, comme quand le chien il met un petit coup de museau sur le mouton, là, il ne mord pas le mouton, mais petit coup de museau pour inciter le mouton à revenir dans le rang. Vous voyez, c'est un peu ça le nudge. On est dans une société qui nous
incitent à descendre le courant de la rivière. Donc un exemple tout simple, c'est vous allez sur Amazon, donc c'est une grosse corporation qui a énormément de moyens. Ce qu'ils veulent, c'est que nous consommions sur Amazon. Et donc le courant de la rivière, c'est facile, c'est si vous avez un compte Amazon, vous le voyez, hein, c'est en 3 clics, vous cherchez un truc, vous cliquez sur acheter. Si vous avez le Prime, c'est livré en 24 heures chez vous, c'est très facile. Il y a très peu d'obstacles. Et d'ailleurs, si vous avez un petit peu étudié la formation d'habitude, c'est des choses qu'on nous incite à faire, c'est-à-dire de enlever un maximum d'obstacles entre nous et une bonne habitude qu'on veut avoir, et par contre rajouter un maximum d'obstacles entre nous et une habitude qu'on ne veut plus avoir. Donc par exemple, si je veux avoir une habitude de jouer du violon tous les jours, je vais sortir le violon, je vais le mettre là à vue, etc. Et ça va être très facile de prendre le violon et de jouer du violon parce qu'il est facile à prendre, c'est facile. Là où à l'inverse, si j'ai envie d'arrêter de manger des sucreries, je vais arrêter d'en acheter. Et je vais arrêter d'en mettre dans mes placards. Et du coup, si je veux des sucreries, il faut que je prenne mon manteau, que je mette mes chaussures, que je descende jusqu'au supermarché, pendant les horaires d'ouverture, que j'aille les acheter, c'est difficile. Donc c'est ça en fait le concept de cette métaphore du courant de la rivière. C'est que dans la société dans laquelle on est, la rivière va dans un certain sens et nous incite en tant que membres de cette société, et en l'occurrence, vu que c'est le thème de la vidéo, nous incite en tant que consommateurs et consommatrices de cette société, à nous comporter d'une certaine manière. En l'occurrence, dans la société marchande d'hyperconsommation dans laquelle on est, nous encourage à consommer sans réfléchir. Que ce soit très très facile d'acheter sur un coup de tête, de pas trop réfléchir à la provenance des trucs. C'est beaucoup plus facile d'aller au supermarché que de soutenir les artisans locaux, c'est beaucoup plus facile d'aller sur Amazon que d'aller dans une librairie indépendante, etc., etc. Maintenant, pourquoi je vous parle de cette métaphore? Lorsque on va réfléchir, en tout cas moi, lorsque je me suis mise à réfléchir dans le cadre de ces réflexions minimalistes, slow, etc., à comment j'ai envie de consommer en tant que consommatrice éthique, la manière dont j'ai abordé les choses, donc si vous voulez le faire, vous pouvez aborder les choses de cette manière-là si vous le souhaitez, c'est que j'ai abordé les choses par rapport à mes valeurs. Quelles sont les valeurs qui comptent pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de soutenir avec mon argent? Et je sais que moi, par exemple, il y a des valeurs d'écologie, donc de soutenir de préférence des marques qui sont bonnes pour la planète, qui ne testent pas sur les animaux, qui font attention à l'impact écologique de leurs produits, qui polluent pas, ou en tout cas qui savent ce qu'elles polluent et qui du coup rendent après en impact carbone ou ce genre de trucs-là. C'est un exemple, hein. Il y a d'autres exemples comme ça. J'ai aussi envie que ce soit des trucs éthiques par rapport aux droits de l'homme et par rapport à la manière de traiter les travailleurs et de payer les travailleurs. C'est pour ça que j'évite par exemple toutes les marques qui font faire leurs vêtements en Chine, au Vietnam, au Bangladesh et compagnie, parce que les gens sont traités, c'est affreux. J'ai aussi envie de favoriser ce qui est local au maximum, pour pouvoir déjà favoriser mon économie locale et favoriser le fait qu'il y ait le moins de transport possible et donc le moins d'émissions de CO2 possible. Je préfère soutenir les petites entreprises et les petits artisans ou les petits revendeurs plutôt que les énormes boîtes, les énormes machines, les énormes trucs qui ont des salariés où forcément c'est pas le même niveau de... En gros, je préfère aller soutenir mon épicier du coin où c'est son épicerie indépendante plutôt que d'aller à Carrefour, vous voyez ce que je veux dire. Ça, alors je suis pas en train de vous dire que vous devez avoir les mêmes valeurs que moi, je suis en train de vous dire que ça c'est mes valeurs. Et que ça fait une décennie maintenant que je pratique le minimalisme, donc mes valeurs, j'ai vraiment pris le temps de les affiner, de me dire où est-ce que j'ai envie de dépenser mon argent, etc. Pour en revenir à la métaphore de la rivière. Donc moi j'ai cette liste de valeurs, et donc j'ai cette espèce de liste de références de choses que je veux. Mettons que là, récemment, mon truc ça a été qu'il a fallu que j'achète des sous-vêtements. Des sous-vêtements, puis des brassières de sport et des machins comme ça, et des shorts de sport pour l'été là. Et du coup, j'avais toute ma petite liste de références de consommatrices éthiques. Je veux pas que ce soit fait en Chine, en je sais pas quoi, au Bangladesh, en je sais pas quoi. Je veux pas que ce soit une boîte énorme qui fait plein de profits et qui coupe les angles à la fois avec les travailleurs et les consommateurs. Je veux pas que ce soit ci, je veux pas que ce soit ça, je veux que ce soit européen. Je veux que ça voyage pas beaucoup, je veux pas qu'il y ait beaucoup d'emballage, je veux pas passer par Amazon. Voilà, j'avais toute ma petite liste. Et en fait, je sais pas si ça vous est arrivé de faire votre petite liste. Et puis évidemment dans la liste il y a aussi mon budget, c'est XXX euros, ni plus ni moins, enfin ça peut être moins mais ça peut pas être plus, c'est-à-dire que dans cette liste là il y a aussi des contraintes. Et je sais pas si ça vous est arrivé vous de faire ce genre de liste, mais vous l'avez peut-être rendu compte si vous l'avez fait, qu'il y a un moment où il y a des limites en fait.
Et c'est ça qui me fait me revenir à ma métaphore de la rivière. C'est-à-dire que quand on a des valeurs comme ça, et qu'on veut être un consommateur ou une consommatrice intentionnelle, qui veut consommer en fonction de ses valeurs, etc. Alors, dans certains cas, ça va dans le sens de la rivière. Par exemple, en ce moment, tout ce qui est green, c'est à la mode, donc ça devient de plus en plus facile, par exemple, de trouver des vêtements véganes si on veut... Si on a dans nos valeurs le fait de ne pas consommer de produits animaux, c'est de plus en plus facile de ne pas consommer de produits animaux, par exemple. Même si c'est pas non plus... Enfin, ça nécessite quand même un certain nombre de choses à contre-courant, hein, d'être vegan dans la société, sous la société française qui aime beaucoup son fromage et son saucisson. Bref, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certaines choses dans ces valeurs-là qui vont être plus ou moins accessibles, plus ou moins faciles. Moi, par exemple, en habitant dans une agglomération urbaine, j'ai facilement accès à des magasins bio, j'ai facilement accès à des produits en vrac pour avoir moins d'emballage, et j'ai facilement accès à une AMAP qui me permet d'avoir des légumes qui viennent de moins de 100 km de là où je suis. Par contre, il y a plein de choses qui sont à contre-courant de la rivière, à contre-courant de ce que la société marchande veut qu'on fasse, puisque je vous rappelle que la société marchande n'a pas très envie qu'on se pose des questions, la société marchande n'a pas très envie qu'on réfléchisse avant d'acheter et qu'on pointe du doigt les entreprises qui ont des mauvaises pratiques, etc. La société de consommation, elle veut qu'on consomme le plus possible et qu'on réfléchisse le moins possible. Je schématise, mais c'est un peu ça l'idée. Donc ce qui va se passer, c'est que pour pouvoir correspondre à certaines valeurs, il va falloir ramer plus ou moins fort à contre-courant. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va nécessiter une quantité d'énergie différente déjà en fonction de la société dans laquelle on vit en général, mais aussi en fonction de la portion de la rivière dans laquelle on est, donc en fonction de si vous habitez en ville ou à la campagne, de si vous avez pas mal d'argent ou si vous avez très peu de moyens, en fonction de si vous avez du temps à consacrer aussi, en fonction du temps que vous avez à consacrer à toutes ces questions-là, versus si vous avez un job hyper prenant avec des enfants, avec des machins, qui fait que vous avez déjà une vie très prise et que c'est très compliqué de faire vos recherches écologiques, etc. Donc tout ça, il y a tout un tas de choses qui vont faire que de venir ramer à contre-courant de la portion où on est de la rivière en fonction de nos circonstances particulières et de la société générale dans laquelle on vit, ça va être plus ou moins facile. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, c'est plus facile pour Bea Johnson d'être complètement zéro déchet en habitant à San Francisco où il y a plein de compost, plein de choses comme ça, et puis en étant poussée aussi par le fait qu'elle gagne sa vie grâce à ça. Donc elle peut consacrer beaucoup d'énergie au zéro déchet parce qu'elle gagne de l'argent comme ça, elle fait des bouquins, des machins, des trucs, professionnellement, voilà, elle peut y consacrer beaucoup de temps. C'est peut-être moins facile pour quelqu'un qui habite à la campagne, qui n'a accès qu'à des grands supermarchés, des grandes zones industrielles qui vendent que des trucs emballés, qu'il n'y a pas de magasin bio à proximité, qu'il faut aller faire 35 km en voiture pour avoir accès à des trucs en vrac, ça va pas du tout être la même quantité d'énergie pour arriver à être zéro déchet ou à réduire les déchets. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu ma métaphore, la manière dont j'ai choisi d'aborder les choses, c'est que donc d'un côté j'ai ma liste de valeurs dont je vous ai parlé, et je vous incite à dresser votre propre liste de valeurs et de lui donner un ordre en fonction de ce qui est le plus important pour vous. Et dans un deuxième temps, j'ai fait le travail de me demander ce que ça me coûte comme énergie d'être 100% aligné avec cette valeur-là. Donc par exemple, de ne jamais acheter chez Amazon, de ne jamais consommer de vêtements qui sont fabriqués en Chine, au Vietnam ou au Bangladesh, de ne jamais acheter de légumes qui ne viennent pas de France, par exemple, je sais pas. En fait, j'ai une liste d'idées, d'actions que je pourrais faire pour être en accord avec mes valeurs. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis demandé qu'est-ce que ça me coûte comme énergie par rapport à là où je suis dans ma rivière, quel niveau de rame ça nécessite et pour quel impact. Et en fait, la décision que j'ai prise, c'est qu'il y a un point de rupture en fait à un moment. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui nécessitent peut-être une mise en place originelle. Donc vous savez, quand on prend des habitudes, au moment de prendre l'habitude, c'est peut-être un petit peu compliqué. Mettons l'exemple de la map. Au moment de faire des recherches pour savoir s'il y a des AMAP dans mon quartier, de préparer le dossier pour m'inscrire à la map, d'être sur la liste d'attente, etc., ça nécessite de l'énergie sur le coup. Mais une fois que je suis inscrite à la map, que je sais comment elle fonctionne, que je commence à connaître les membres de la map, que je sais où je vais chaque semaine pour récupérer mes légumes, qu'il y a juste à re-signer le contrat chaque année avec le chèque, ça devient beaucoup plus facile. Donc je prends en compte évidemment l'énergie initiale à mettre pour lancer le truc, mais je prends aussi en compte l'énergie que ça coûte de le maintenir une fois que vous avez pris l'habitude, vous voyez. Et mon objectif, ça va être d'initier un maximum d'habitudes comme ça qui prennent un petit peu de temps au moment de les faire,
mais ensuite, une fois qu'elles sont là, ça roule tout seul, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il y a cette espèce de point de rupture, c'est-à-dire qu'il y a des habitudes comme ça, ou des choix de consommation comme ça, qui sont relativement simples pour moi, parce que j'habite en région urbaine, parce que j'ai des moyens, parce que ça fait déjà 10 ans que je me renseigne sur ces sujets-là et que du coup j'ai un accès plus rapide à l'information parce que je sais déjà où chercher. Donc il y a des choses qui vont être faciles pour moi et qui vont avoir un impact important à mon échelle. Il ne faut pas oublier que là on parle d'une échelle individuelle de toute manière, donc on ne peut pas faire plus, enfin je veux dire on est tout seul sur un radeau en train de ramer, on n'est pas sur une énorme péniche à moteur qui pourrait représenter métaphoriquement une entreprise et le rôle d'une entreprise complète, une énorme entreprise dans la société. Donc il faut aussi avoir conscience du maximum qu'on peut faire tout seul, parce qu'on peut aussi se brûler à vouloir trop en faire tout seul et à pas avoir conscience. Là je vous renvoie à la notion d'humanitude dont j'avais parlé dans une bulle nomade et des limites d'être humain. C'est-à-dire qu'à une échelle individuelle, il y a des limites à l'impact qu'on peut amener malheureusement. Donc réfléchir à ce truc-là et à quel moment en fait les efforts que je dois fournir moi, aujourd'hui, dans la société marchande, dans ma vie à moi, etc., à quel moment les efforts que je dois fournir, le temps que je dois y consacrer, l'énergie que je dois y consacrer, les ressources que je dois y consacrer, l'argent que je dois y consacrer, etc., sont énormes par rapport au fait à la différence que ça fait dans mon impact à moi et dans l'impact de la société à moindre mesure. Parce que de toute façon, individuellement, si on commence à comparer, l'impact, on fait plus rien. Mais en tout cas, individuellement, il y a un moment où c'est plus rentable. Il y a un moment où l'énergie que je fournis pour être 100% en accord avec ce truc, par rapport à ce que ça me coûte, par rapport à ce que ça apporte de positif par rapport à mes valeurs, ça vaut plus le coup. Et c'est là que je me pose la question, moi, Florie, artiste, pluriel et slow, comment je peux faire un impact, là je parle plus de consommation, je parle en général, comment est-ce que je peux faire un impact dans la société par rapport à mes valeurs? Comment est-ce que je peux contribuer à mon niveau par rapport à mes valeurs dans la société de manière générale? Et ça, c'est une question générale qui se pose quand vous vous posez la question de votre mission de vie, de votre ikigai, de votre raison d'être, du sens que vous donnez à votre vie, etc. C'est-à-dire qu'on a, pour simplifier, moi je considère que c'est un petit peu le croisement entre 3 cercles qui sont ce que j'aime faire, ce que je sais faire et ce qui apporte de la valeur au monde. Et en gros, en fonction de votre personnalité, en fonction des cartes que vous avez en main, donc de vos études, de votre métier, de votre réseau, de vos compétences, de vos talents, de ce que vous aimez faire, parce que plus vous aimez faire un truc, plus vous allez bosser dessus avec enthousiasme et plus vous allez devenir bon aussi, c'est un peu un cercle vertueux. Et avec toutes ces choses-là, vous apportez des choses, vous contribuez à votre manière, que ce soit pour vous-même, pour votre famille, peut-être pour un cercle plus large. Et ça coûte aussi de l'énergie, des ressources, etc. Et moi, par exemple, en tant qu'artiste, je contribue à travers mon art, je contribue à travers ce type de vidéos, je contribue à travers mes podcasts, à travers tout ce que je crée. En fait, moi, je suis une maker. Si vous vous rappelez du Sparketype, je suis une maker. Et moi, on va dire ma zone où c'est le plus facile et où la contribution, elle est maximale par rapport au fait que c'est facile pour moi, c'est en créant des choses. Créant de l'art, créant des vidéos, créant des podcasts, créant des machins. Et donc pour en revenir à la question de la rivière et à la question de porte-monnaie zippé et de la consommation, il y a un moment donné où je vais me dire, cette énergie passée à, je sais pas moi, éviter Amazon à tout prix pour tous les achats 100% du temps, et de devoir perdre 2 heures à aller courir en ville, chercher un trépied ou un machin, le commander, revenir, téléphoner, ça me fait perdre une demi-journée, et bien peut-être que cette demi-journée-là, elle a plus d'impact si je la passe à tourner des vidéos pour ma chaîne YouTube, ou si je la passe à avancer l'écriture de mon roman, ou si je la passe à avancer l'écriture de mon e-book sur le slow, parce que les gens qui vont lire cet e-book, ça va les inciter à ralentir et ça va avoir un impact qui va aller au-delà de moi. Là où ne pas consommer un trépied à 20 € sur Amazon, ça a un impact qui est uniquement individuel. Donc ça va être la question de l'impact individuel versus l'impact que je peux avoir dans mon écosystème, si vous vous rappelez de la théorie de l'écosystème, et qu'il y a un moment donné, comme une espèce de, vous savez, les anciennes balances là, il y a un moment donné où cette énergie-là, donnée pour respecter des valeurs de consommation, ça me coûte tellement en énergie qu'en fait je considère que je contribue davantage en utilisant cette énergie à autre chose, par exemple à créer.
Voilà, donc j'espère que c'est un petit peu plus clair. Disons qu'en gros, je réfléchis à la question de comment je consomme en accord avec mes valeurs par rapport à l'énergie que ça me coûte et l'impact que ça apporte. Et puis je finis par mettre des règles en fait. C'est-à-dire, justement, pour que ça me coûte le moins d'énergie possible et que les décisions soient un petit peu automatiques et que ce soit un petit peu intégré dans ma manière de consommer, je finis par intégrer des règles. Et par exemple, pour en revenir à l'exemple d'Amazon, j'ai une règle qui est que je n'achète pas de livres en français sur Amazon. Je vais auprès de librairies indépendantes, des librairies de quartier, je commande, je prends le temps d'aller les chercher. J'ai une librairie qui s'appelle La Dimension Fantastique à Paris, qui vend beaucoup de bouquins de l'imaginaire, qui est un genre que j'aime beaucoup lire. Et donc je ne vais pas commander de bouquins de l'imaginaire francophone sur Amazon, par exemple. Ou pour en revenir à mon histoire de sous-vêtements, j'ai fini par acheter ça chez Organic Basics, qui est une marque danoise, je crois, qui est écolo, qui fait des matières qui sont soit recyclées, soit à faible impact écologique, qui envoie ça dans des trucs en carton qui sont recyclables. Donc là, j'ai fait le choix de me trouver une marque qui soit écologique, et je sais qu'à partir de maintenant, maintenant que j'ai fait les démarches de recherche et que je suis tombée sur cette marque, et bien tous mes sous-vêtements à partir de maintenant, je vais les acheter là-bas. Et ça, c'est possible pour moi parce que j'ai les moyens, parce que Organic Basics, c'est très cher. Donc voilà, il n'y a pas de règle pour tout le monde en fait. Ça va dépendre de vos contraintes de vie, de votre hiérarchie de valeurs à vous, de ce qui vous coûte plus d'énergie à vous qu'aux autres. Par exemple, moi, en tant qu'introvertie, il y a des trucs qui me coûtent de l'énergie. Les personnes extraverties, ça leur en donne. Donc des personnes extraverties vont pouvoir davantage contribuer avec des choses qui pour moi me coûteraient trop et que du coup je préfère pas le faire. Donc bah voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je pense que la vidéo elle commence à être bien longue. Donc je vais vous présenter un petit peu ce concept donc petit 1, hiérarchie des valeurs. Quelles valeurs sont importantes pour moi et que j'ai envie d'intégrer dans mon éthique de consommation. Petit 2, du coup, faire des recherches, m'inspirer et lister des actions concrètes, des manières de consommer concrètes qui correspondraient à ces valeurs, ce qui existe autour de chez moi, etc., avec mes contraintes et tout ça. Petit 3, regarder ce que ça me coûte versus ce que ça me rapporte. Et petit 4, je mets en place des règles en fait, avec une limite qui prend en compte mes limites d'être humain, qui prend en compte les limites de ma contribution, de ce que ça me coûte, etc. et qui favorise au bout d'un moment le fait de passer mon énergie dans des choses que je considère ont un impact plus grand que ce que ça me coûterait de consommer de manière un petit peu plus éthique. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, ou même par rapport à l'opération Porte-Monnaie en général, n'hésitez pas à me les poser. Là, je pense qu'il y aura une autre vidéo avant la fin 2020, avant le bilan, parce que je pense que le bilan, je le ferai début 2021. Il y aura sûrement une autre vidéo Porte-Monnaie IP avant le bilan. Donc si vous avez des questions, si vous voulez que j'aborde des sujets en particulier dans cette dernière vidéo de 2020 sur l'opération Porte-Monnaie IP, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Pour rester en contact avec moi, email hello@storyteller.com, la lettre créative et optimiste du dimanche matin qui permet de court-circuiter les algorithmes à laquelle vous pouvez vous inscrire en suivant le lien qui est dans la barre d'infos. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.